Ma sœur a hérité de 5 millions d'euros et moi d'un seul euro. Mes parents ont ricané, me disant de me débrouiller seule. Je n'ai rien dit. Puis le notaire a lu le dernier message de mon grand-père. Et ils ont pâli de choc. Je m'appelle Sophie Renard. J'ai 28 ans. Et le matin où ma famille s'est réunie dans une étude de notaire du centre-ville de Lyon, j'ai appris que l'humiliation pouvait porter un sourire et un costume sur mesure. J'ai regardé ma sœur signer des papiers pour 5 millions d'euros pendant que mes parents restaient assis là, l'air presque soulagé, comme si l'univers avait enfin organisé nos vies de la manière dont ils avaient toujours pensé qu'elles devaient l'être. Puis le notaire s'est tourné vers moi, a fait glisser une feuille unique sur la table vernie, et a annoncé que mon grand-père m'avait légué 1 euro, juste un seul euro. Mon père a laissé échapper un petit rire étouffé et m'a dit que, peut-être, j'allais enfin apprendre comment fonctionnait le monde réel. Ma mère a croisé les bras et a ajouté, « Certains enfants ne deviennent tout simplement jamais ce dans quoi une famille a investi. » J'ai senti ma gorge se serrer, mais j'ai refusé de pleurer devant eux. Pas dans cette pièce. Pas pendant qu'ils me regardaient comme si j'étais l'erreur familiale qu'ils avaient passé des années à essayer de corriger. Le pire, c'est que pendant une longue seconde brûlante, je les ai presque crus. Mon grand-père avait été la seule personne qui m'avait jamais donné l'impression d'exister. Alors, entendre qu'il m'avait laissé 1 euro ressemblait moins à un héritage qu'à une condamnation. Ma sœur tenait son stylo. Mes parents affichaient ces minces sourires satisfaits. Et je suis restée assise là, à fixer ce chiffre, essayant de comprendre comment l'amour pouvait se terminer par quelque chose d'aussi infime. Puis le notaire s'est raclé la gorge et a déclaré que mon grand-père avait enregistré un dernier message qui devait être diffusé avant que quiconque ne parte. L'écran s'est allumé. Mon grand-père est apparu, calme, vif, complètement lui-même, et en quelques secondes, mes 2 parents ont perdu toute leur couleur. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce 1 euro n'était pas la vraie fin de l'histoire. En grandissant dans les banlieues chics de l'Ouest lyonnais, j'ai appris très tôt que dans ma famille, les apparences n'étaient pas seulement importantes, elles étaient tout. Ma mère, Patricia Renard, traitait la vie comme une journée portes ouvertes interminable. Chaque pièce devait être parfaite. Chaque conversation devait flatter la bonne personne. Chaque fête devait rendre assez bien en photo pour que les autres familles se sentent inférieures. Mon père, Thomas Renard, était moins raffiné, mais il croyait en la même religion. Le statut d'abord, les sentiments ensuite. Il travaillait comme avocat d'affaires pour des investisseurs et des promoteurs immobiliers, et il ramenait cette façon de penser transactionnelle et tranchante à la maison. Tout avait un prix. Tout avait une utilité. Chacun avait un rôle. Ma grande sœur Chloé s'intégrait à ce monde sans le moindre effort. Elle était magnifique, de cette manière naturelle et photogénique qui faisait que les gens se penchaient vers elle avant même qu'elle ne parle. Elle savait toujours quoi dire, quoi porter, quand sourire et quand hocher la tête pour faire semblant d'être d'accord avec des adultes qu'elle trouvait secrètement ennuyeux. Au moment où elle est entrée à l'université, elle avait déjà fait des stages dans de grandes agences de publicité parisiennes et savait parler d'images de marque, de positionnement sur le marché et de perception du public comme si elle était née dans une salle de conférence. Mes parents adoraient ça chez elle. Elle les faisait se sentir accomplies. Pas moi. J'étais la fille qui préférait les livres de poche d'occasion aux abonnements dans des clubs privés. Celle qui se souciait plus de ce que ses élèves lisaient que des voitures que conduisaient les voisins. Celle qui est devenue professeure de lettres dans un lycée public où la moitié de ma classe portait plus de stress à 16 ans que certains adultes à 40. Ma mère disait en public que c'était admirable, et en privé que c'était décevant. Mon père utilisait des mots comme instable, sentimentale et imprévoyante. Le message était toujours le même, Chloé construisait un avenir. Moi, je gâchais le mien. La seule personne qui ne m'a jamais rabaissée pour m'être intéressée aux mauvaises choses était mon grand-père, Henri Renard. Il avait bâti une chaîne de librairies de quartier à partir de rien. Il avait commencé avec une petite boutique exiguë à l'angle d'une rue pour en faire un lieu qui comptait pour des gens qui ne se sentaient jamais les bienvenus dans les endroits trop guindés. Il savait ce que signifiait construire quelque chose de vrai. Et c'est peut-être pour cela qu'il ne confondait jamais l'argent avec la valeur humaine. Quand j'étais enfant,
il m'emmenait à la librairie avant l'ouverture et me laissait l'aider à empiler des livres d'occasion ou à glisser des fiches de recommandations manuscrites sous les couvertures qu'il aimait le plus. L'été, il me conduisait jusqu'à son petit chalet près du lac d'Annecy, où l'air sentait le pin et la terre humide au lieu du chlore et des produits chimiques pour gazon, et où personne ne se souciait de savoir si vos chaussures étaient assorties à votre nom de famille. Nous pêchions le matin, lisions l'après-midi, et parlions le soir de tout, des vieux romans jusqu'aux raisons pour lesquelles certaines personnes passaient toute leur vie à essayer d'impressionner des gens qu'elles n'aimaient même pas. Il avait l'habitude de me dire que la chose la plus triste au monde, c'était quelqu'un qui échangeait sa conscience contre des applaudissements. À l'époque, je pensais qu'il parlait de la politique, de la télévision ou des inconnus dans les restaurants chics. Je n'avais pas réalisé qu'il me mettait en garde contre ma propre famille. Les dîners de famille chez nous étaient toujours des représentations théâtrales déguisées en repas. Ma mère évoquait le dernier triomphe de Chloé avant même que la salade ne soit servie. Mon père transformait chaque conversation en une leçon sur les choix pratiques de la vie. Si je parlais d'un élève qui avait enfin terminé un roman ou écrit quelque chose de sincère pour la première fois, la pièce devenait poliment silencieuse, comme si je venais de décrire un passe-temps au lieu d'une vie. Puis quelqu'un mentionnait que Chloé avait décroché un autre client impressionnant ou une nouvelle campagne, et soudain la table reprenait vie. Seul grand-père Henri remarquait ce décalage. Il me regardait depuis l'autre bout de la table et disait quelque chose de simple mais solide, juste assez pour me rappeler que je n'étais pas invisible. Ces moments comptaient plus qu'il ne le savait probablement. Parce qu'à l'approche de la trentaine, j'avais passé la majeure partie de ma vie à me sentir comme une figurante dans l'histoire que ma famille racontait sur elle-même. Chloé était la réussite. Mes parents en étaient les architectes. J'étais le détail gênant qu'ils essayaient de ne pas trop mettre en valeur devant les invités. Grand-père Henri était le seul à me faire croire que, peut-être, être différente d'eux n'était pas un échec. C'était peut-être la liberté. 2 ans avant la lecture du testament, tout a basculé dans notre famille le jour où grand-père Henri a été diagnostiqué avec une insuffisance cardiaque avancée. Pas du genre terminal du jour au lendemain, ni le genre de maladie qui met fin à une vie en un instant dramatique, mais le genre qui modifie lentement le rythme de tout ce qui l'entoure. Il se fatiguait plus vite. Il oubliait de petites choses de temps en temps. Il y avait plus de rendez-vous médicaux, plus de spécialistes, plus de mots comme surveillance, gestion et qualité de vie. C'est à ce moment-là que mes parents sont soudainement devenus dévoués. Le changement fut si soudain qu'il semblait mis en scène. Ma mère a commencé à passer à l'improviste avec des repas de traiteur et des plaids hors de prix dont elle prétendait qu'ils étaient bons pour la circulation. Mon père a commencé à parler de simplifier la paperasse, de réduire le stress et de l'aider à anticiper les complications fiscales et successorales. Chloé a commencé à apparaître aussi, toujours avec son téléphone posé face contre table, répétant qu'elle avait dégagé du temps parce que la famille comptait plus que tout désormais. Je voulais les croire. Pendant un court instant, je l'ai même fait, mais quelque chose dans le timing me dérangeait. C'étaient les mêmes personnes qui se plaignaient autrefois que le chalet de grand-père n'était pas pratique et que ses librairies étaient des vestiges sentimentaux d'une autre époque. Maintenant, il se préoccupait soudainement de son confort, de son emploi du temps et, surtout, de ses affaires financières. Mon père l'a convaincu de signer des documents temporaires pour que les choses puissent être gérées plus efficacement si Henri devait un jour être hospitalisé. À l'époque, je n'en connaissais pas les termes exacts. Plus tard, j'apprendrai qu'il s'agissait d'une procuration financière durable couplée à une autorité de gestion limitée sur certains comptes et propriétés. Mon père appelait cela de la planification responsable. Mon grand-père a signé parce qu'il était fatigué et parce qu'il voulait encore croire que sa propre fille et son gendre le protégeraient. Je lui rendais visite comme je l'avais toujours fait. J'apportais de la soupe. Je lui faisais la lecture quand il n'avait pas la force de tenir un livre. Je lui donnais des nouvelles de mes élèves, surtout de ceux qui me rappelaient de jeunes versions de moi-même. Ces gamins brillants mais faciles à ignorer parce qu'ils n'étaient pas assez bruyants, pas assez lisses ou pas assez faciles à vendre. Il écoutait chaque histoire comme si elle était vitale. Un après-midi, quelques mois avant sa mort, nous étions assis sous le porche du chalet quand il m'a regardé d'une façon qui m'a soudainement fait me sentir plus vieille. Il a dit que les personnes qui parlaient le plus d'aider n'étaient pas toujours celles en qui on devait avoir confiance. Il a dit que la paperasserie pouvait devenir une arme entre de mauvaises mains.
puis il a changé de sujet et m'a demandé ce que lisaient mes élèves. Je me souviens avoir pensé qu'il semblait troublé, mais je me suis dit qu'il était juste fatigué. Le matin de sa mort, la pluie tapait contre les fenêtres de ma classe pendant que je corrigeais des rédactions avant la première heure de cours. Ma mère m'a appelé d'une voix si plate que ça aurait pu concerner une réservation annulée. Elle m'a dit qu'il s'était éteint paisiblement et que les détails des funérailles suivraient. Aucune douceur, aucune pause pour souligner le fait que je venais de perdre la seule personne de ma famille qui n'avait jamais traité l'amour comme une transaction. L'enterrement en lui-même ressemblait à un événement conçu pour les photographes et les clients potentiels plutôt que pour le deuil. Patricia avait choisi une grande église lyonnaise au lieu de la petite paroisse que grand-père aimait vraiment. Les fleurs étaient extravagantes. La liste des invités était remplie de personnes avec qui mes parents voulaient être vus. Lors de la réception, ma mère flottait de groupe en cachemire noir avec un maquillage parfait, tandis que mon père parlait aux contacts commerciaux des marchés et des taux d'intérêt, d'une voix juste assez basse pour faire croire que c'était privé. Chloé se tenait à leur côté, telle une extension sophistiquée d'eux deux. Je suis restée près de la table des photos à regarder de vieux clichés du grand-père que je connaissais. Henri en manches retroussées empilant des cartons dans sa première librairie. Henri m'apprenant à lancer une ligne de pêche. Henri riant avec une tache de café sur sa chemise parce qu'il ne s'était jamais soucié que de petites maladresses puissent ruiner une image. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre une chose que je n'avais jamais voulu dire à voix haute, je ne pleurais pas au sein de la même famille que celle pour laquelle les autres donnaient leur représentation. Une semaine plus tard, l'invitation pour la lecture du testament est arrivée, et tout le château de cartes a commencé à vaciller. L'étude de maître Daniel Mercier se trouvait au sommet d'un gratte-ciel du centre-ville de Lyon, un mélange de verre, de bois sombre et de silence de bon goût. C'était exactement le genre d'endroit où les gens riches venaient pour que leur argent garde une allure respectable. Ma mère est arrivée habillée comme la veuve d'une publicité pour des soins de luxe. Mon père se tenait avec l'impatience silencieuse d'un homme qui s'attend à une simple formalité, pas à une surprise. Chloé avait l'air élégante, alerte et légèrement trop préparée, comme le font les gens quand ils ont déjà imaginé l'expression de réussite qu'ils afficheront. Je suis entrée avec l'impression de m'être perdue dans une pièce où mon rôle avait déjà été décidé pour moi. Maître Mercier a commencé par les legs mineurs. Les employés fidèles, les vieux amis, un ancien directeur de magasin, une association d'alphabétisation, une assistante d'il y a des années qui conduisait parfois Henri à ses rendez-vous quand personne d'autre ne le pouvait. Chaque fois que Mercier lisait l'un de ces noms, je sentais ma poitrine se serrer sous l'effet d'un soulagement inattendu. Cela ressemblait tellement à grand-père, généreux, attentionné, précis. Puis l'atmosphère de la pièce a changé lorsque nous avons atteint la part familiale. Mercier a ajusté ses lunettes, a ouvert un dossier séparé et a déclaré qu'en vertu des dispositions testamentaires actuelles, Patricia et Thomas Renard se voyaient accorder des intérêts bénéficiaires conditionnels sur la résidence principale et sur l'appartement de la Côte d'Azur, sous réserve de l'administration finale de la succession. Ma mère a souri avant même que la phrase ne soit terminée. Mon père a expiré lentement, comme un homme dont la tension artérielle venait de baisser. Ensuite, Mercier a lu que Chloé Renard devait recevoir 5 millions d'euros placés en fiducie et distribués selon les termes fixés par la succession. Le visage de Chloé a changé d'une manière qui m'aurait presque fait rire si je ne m'étais pas sentie aussi écœurée. Elle voulait avoir l'air humble, mais elle ne pouvait cacher son excitation. Elle a pris le stylo rapidement quand les papiers de reconnaissance de dette ont été placés devant elle. Puis Mercier s'est tourné vers moi. À Sophie Renard, a-t-il dit, Henri Renard lègue la somme de 1 euro. J'ai entendu les mots clairement, mais mon esprit les a d'abord rejetés. 1 euro. La pièce s'est figée pendant une demi-seconde. Puis ma mère a émis ce petit rire grave et amusé qui me hantait depuis l'enfance. Thomas s'est adossé à sa chaise, a croisé les mains et m'a dit, peut-être que c'est le moment où la vie te pousse enfin à voler de tes propres ailes. Patricia a croisé les jambes et a ajouté, certains enfants ne deviennent jamais ce qu'une famille espère, peu importe combien on investit en eux. Chloé ne s'est pas jointe à eux, mais elle ne les a pas arrêtés non plus. Elle a gardé les yeux fixés sur ses papiers et a laissé le silence faire le travail. Mercier m'a alors tendu une épaisse enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main de grand-père Henri. Sa vue a stabilisé quelque chose en moi.
Ma famille y voyait de l'humiliation. Moi, j'y voyais une intention. Avant que quiconque ne puisse en dire plus, Mercier nous a informé qu'Henri avait laissé un dernier message enregistré et que tous les bénéficiaires étaient tenus de rester dans la pièce jusqu'à ce qu'il soit terminé. L'expression de mon père s'est immédiatement renfrognée. Ma mère a demandé si c'était vraiment nécessaire. Mercier a répondu oui, avec ce genre de calme qui indiquait qu'il s'attendait à cette question. Les lumières ont baissé. L'écran est descendu. Et là, il est apparu. Grand-père Henri avait l'air plus maigre que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient inchangés, clairs, alertes, entièrement lui-même. Il a commencé par remercier quelques amis et les personnes qui avaient été bonnes quand cela comptait. Puis son ton a changé. Il s'est adressé à ma mère d'une voix qui semblait douce, jusqu'à ce qu'on écoute d'assez près pour entendre l'acier en dessous. Il a dit, « L'ambition n'est pas un défaut, à moins qu'elle n'exige le sacrifice de la décence. » Il s'est adressé à mon père et a déclaré, « L'intelligence sans intégrité n'est que de l'avidité habillée d'un plus beau vocabulaire. » Chloé s'est raidie sur sa chaise avant même qu'il ne regarde à nouveau directement la caméra. Puis il s'est adressé à moi. Il a dit que la vraie valeur était souvent cachée à ceux qui sont le plus obsédés par les apparences. Il a dit que ce qui semblait dérisoire dans cette pièce ne l'était pas du tout. Le visage de ma mère s'est vidé de son sang. Mon père s'est redressé. Chloé a arrêté de toucher ses papiers. Henri m'a ensuite ordonné de prendre l'enveloppe scellée et de me rendre seul au chalet près du lac d'Annecy, où je trouverais la première partie de ce qu'il voulait révéler. Il a précisé que toute tentative d'interférer avec ce processus, de contester prématurément les dispositions ou d'entraver ce qui allait suivre déclencherait un legs alternatif de la totalité de la succession à des œuvres de charité. Quand la vidéo s'est terminée, la pièce n'était plus dominée par le triomphe. Elle était dominée par la peur. Ma mère s'est reprise en premier et a suggéré que nous y allions tous ensemble dans un esprit de soutien familial. Mon père a dit que c'était la chose pratique à faire. Mercier a calmement précisé que les instructions étaient explicites, je devais y aller la première, et seule. Personne n'a contesté après cela, non pas parce qu'il respectait les volontés d'Henri, mais parce que, pour la première fois de la journée, il n'était plus certain que l'argent entre leurs mains y resterait. En quittant le bureau, je tenais l'enveloppe scellée si fort que son bord s'enfonçait dans ma paume. Pendant des années, ma famille m'avait traité comme la personne la moins importante de chaque pièce. Et maintenant, soudain, j'étais la seule personne à me dresser entre eux et la vérité que mon grand-père avait enterrée pour plus tard. J'ai attendu d'être bien loin de la ville avant d'ouvrir l'enveloppe. Je me suis garée près d'une station-service juste à la sortie de l'autoroute. Non pas parce que j'avais besoin d'essence, mais parce que mes mains tremblaient trop pour continuer à conduire. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une clé sur le vieux porte-clés en laiton en forme de poisson que grand-père avait utilisé pendant des années, une lettre pliée de son écriture, et une deuxième carte plus petite avec une seule phrase, « Commence là où les gens arrêtent de faire semblant ». La lettre la plus longue me disait d'aller seul au chalet, de déverrouiller le bureau et d'ouvrir la boîte en cèdre sous le siège près de la fenêtre. Elle me disait aussi de ne rien remettre à personne simplement parce que quelqu'un l'exigeait en criant plus fort. Au moment où j'ai atteint la route qui menait au chalet, la lumière de fin d'après-midi traversait les arbres en longues bandes pâles. Pendant une brève seconde, avant de voir les autres voitures, je me suis permis de croire que j'allais vraiment avoir ces premières minutes pour moi seule. Puis j'ai vu le SUV de mes parents et la voiture de Chloé déjà garée près du chemin de gravier. Ils attendaient. Patricia est sortie la première et a souri de cette façon dont elle souriait au gala de charité quand elle voulait paraître chaleureuse sans aucun engagement émotionnel. Thomas a dit qu'ils étaient seulement venus pour superviser le processus et s'assurer que tout soit géré correctement. Chloé n'a rien dit au début. Elle a juste regardé l'enveloppe dans ma main, puis m'a regardé comme si elle essayait de décider si elle devait être ma sœur ou mon témoin. Je leur ai dit que j'entrerais en premier parce que c'était ce qu'Henri voulait. Mon père a commencé à s'y opposer, mais je lui ai rappelé la clause alternative, ce qui l'a fait taire plus vite que n'importe quel argument moral ne l'aurait jamais fait. Le chalet avait à peine changé. Les mêmes planchers en bois, les mêmes étagères, la même vieille lampe de lecture près du fauteuil où grand-père s'asseyait après le dîner avec une couverture sur les genoux et un livre de poche qu'il avait déjà lu 2 fois.
Être debout ici faisait plus mal que la lecture du testament, parce que le bureau de notaire appartenait au monde de ma famille. Cet endroit appartenait au mien et au sien, et maintenant ils y étaient, apportant toute leur arrogance policée dans le seul espace où je m'étais jamais senti complètement en sécurité. Je suis allé directement au bureau. La clé en forme de poisson correspondait à la serrure intérieure. La porte s'est ouverte avec une douce résistance, comme si la maison avait retenu son souffle. La boîte en cèdre sous la fenêtre était exactement là où la lettre disait qu'elle serait. À l'intérieur, il y avait de vieux reçus, des notes manuscrites, un carnet en cuir, des copies de relevés de compte et une clé USB cachée dans un vieux dictionnaire à couverture rigide et vidée. Il y avait aussi des titres de propriété pour 2 appartements en location que je me souvenais vaguement avoir entendu grand-père mentionner des années auparavant, tous 2 marqués comme « vendus ». C'était faux. Il m'avait dit plus d'une fois que ces biens étaient censés fournir un revenu à long terme pour des bourses de lecture. Patricia s'est approchée dès qu'elle a vu les dossiers. Thomas a essayé de me contourner vers le bureau. J'ai fermé la boîte et leur ai dit d'arrêter de toucher à tout. Ma mère m'a demandé pourquoi je faisais un tel drame. Mon père a dit qu'en tant qu'avocat de la famille, c'était à lui de passer en revue les documents juridiques. C'était presque drôle de voir à quelle vitesse ils avaient arrêté de faire semblant que tout cela était une question de deuil. Chloé s'est agenouillée près d'une table d'appoint et a trouvé un dossier avec des maquettes et des notes de stratégie de communication. Son visage a changé. Ce n'étaient pas des papiers aléatoires. C'étaient des présentations de type campagne de pub sur le positionnement de la vente d'actifs, expliquant la valeur de la simplification d'un portefeuille patrimonial et présentant la liquidation comme une planification bienveillante. Chloé savait exactement ce qu'elle regardait. Elle les avait soit créés, soit aidés à les façonner. Je lui ai demandé très calmement si elle avait travaillé sur ces documents. Elle a répondu que ce n'était que des brouillons de communication et que je prenais tout trop personnellement. Cette réponse m'en disait plus qu'une confession. J'ai pris la clé USB, le carnet en cuir et les relevés de compte, et je les ai portés sur la table de la cuisine. Les chiffres étaient là avant même que je ne les comprenne totalement. Il y avait des transferts des comptes de grand-père vers une société holding liée à une entreprise d'achat-revente de biens immobiliers en difficulté. Il y avait des dates de vente proches des périodes d'hospitalisation. Il y avait des notes sur la réduction des complications successorales et la libération de liquidités, mais les montants ne correspondaient à aucune explication qui semblait honnête. Puis j'ai trouvé la page qui a glacé la pièce. C'était une copie de la procuration financière durable que mon père avait organisée. Et juste à côté, une lettre de Léonard Charpentier, l'expert comptable de longue date et meilleur ami d'Henri, demandant pourquoi 2 propriétés avaient été vendues en dessous du prix du marché sans examen direct de la part d'Henri lui-même. Mon père a tendu le bras pour prendre la page. Je l'ai retirée. Ma mère a dit qu'il devait y avoir un contexte. Chloé a dit que grand-père avait peut-être mal compris. Puis j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable et j'ai trouvé des dossiers étiquetés, audio, vente, transfert et correspondance. J'ai cliqué sur le premier fichier audio. La voix de mon père a rempli la pièce. Il était calme, irrité et indubitable. Il parlait de déplacer l'argent rapidement avant qu'Henri ne retrouve la force de recommencer à poser des questions. La voix de ma mère a suivi, disant qu'il devait conclure la vente des appartements avant l'envoi de la prochaine série de relevés de compte. Puis la voix de Chloé est intervenue. Plus basse, tendue, mais bien là. Elle demandait si l'argumentaire devait le présenter comme une optimisation fiscale ou une simplification liée à sa santé. Personne dans la pièce n'a bougé après ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma famille à court de mots. Ils avaient passé des années à m'apprendre que la personne ayant le plus d'assurance contrôlait l'histoire. Mais la vérité a le don de rendre l'assurance soudainement très petite. J'ai laissé tourner tout le fichier audio sans l'arrêter. Mon père continuait de parler, car dans l'enregistrement, il ignorait que quelqu'un l'entendrait un jour. Il disait que le marché était tendu, que leur entreprise était surendettée, et que s'ils n'injectaient pas de liquidité assez vite, ils perdraient tout ce qu'ils avaient construit. Ma mère disait qu'Henri était trop sentimental avec ses revenus locatifs et ses projets de bourse, et qu'il n'accepterait jamais s'il lui demandait directement.
Chloé a dit qu'elle pouvait gérer le langage et emballer les ventes comme un « nettoyage de succession ». Puis elle a plaisanté en disant que je ne remarquerais jamais rien parce que je ne m'intéressais qu'aux livres, aux salles de classe et aux enfants brisés. Il y a eu une pause après cette phrase, juste assez longue pour la laisser s'infiltrer. Puis la voix de mon père a dit, elle est inoffensive tant que personne ne lui donne de paperasse. Je me souviens de cela plus clairement que de tout le reste. Non pas parce que c'était la chose la plus cruelle que quiconque ait jamais dite sur moi, mais parce que cela révélait à quel point ils m'avaient tous complètement sous-estimé. Ma mère s'est reprise la première dans le présent. Elle a dit que l'audio pouvait être monté. Elle a dit que le contexte importait. Elle a dit que les temps désespérés forcent des décisions difficiles et que je n'avais aucune idée de ce que signifiait maintenir une famille à flot. Mon père a changé de tactique et a essayé l'autorité. Il a exigé l'ordinateur portable. Il m'a dit d'arrêter de me comporter comme une enfant et de le laisser examiner les documents de manière professionnelle. J'ai ri, et cela nous a tous fait sursauter. Ce n'était pas un son joyeux. C'était le son de quelque chose qui se libérait enfin en moi. Je lui ai demandé si l'utilisation d'une procuration financière pour vendre les actifs d'Henri en dessous du marché et transférer plus de 2 millions d'euros dans une entreprise immobilière en faillite comptait comme un jugement professionnel. Patricia a alors craqué et hurlé que l'entreprise subissait une pression temporaire, pas un échec. Chloé se tenait à l'autre bout de la cuisine, donnant l'impression de vouloir que le sol l'engloutisse. J'ai ouvert le dossier des transferts et j'ai étalé les pages imprimées sur la table. Il y avait des relevés bancaires, des actes de vente, des instructions de virement, des notes internes, un email signalé de Léonard Charpentier s'interrogeant sur la raison pour laquelle les avis de compte avaient été réacheminés. Et un mémo d'un banquier indiquant qu'Henri avait semblé confus lorsqu'on lui avait parlé d'une liquidation qu'il ne se souvenait pas avoir autorisée. Tout était là, pas une seule preuve dramatique évidente, mais quelque chose de pire, une pile de documents ennuyeux et ordinaires qui, ensemble, racontaient la pire vérité possible. Ce n'était pas une erreur unique. C'était un système. Mon père a tenté un dernier coup. Il a dit que toutes les familles prenaient des décisions financières difficiles et que si grand-père s'y était vraiment opposé, il aurait pu révoquer la procuration. Je lui ai répondu que grand-père avait commencé à poser des questions, et que c'était probablement pour cela qu'il avait déclenché tout ce processus. Pile à ce moment-là, des phares ont balayé la fenêtre de devant. Maître Mercier est arrivé avec Léonard Charpentier et un clerc de notaire. Je ne les avais pas rappelés. Grand-père avait planifié leur arrivée dans un deuxième mot caché dans la boîte en cèdre. Mercier est entré en portant une mallette rigide et une fine pochette. Léonard avait l'air vieux, fatigué et profondément triste, mais pas surpris. Mercier m'a demandé si j'avais examiné les documents. J'ai dit oui. Il a demandé si les autres avaient entendu l'audio. J'ai dit oui. Puis il a posé le dossier et a dit ce qu'aucun d'eux ne voulait entendre. Henri Renard avait passé la dernière année de sa vie à rassembler discrètement suffisamment de preuves pour déterminer si son patrimoine avait été manipulé, et pour voir si les personnes les plus proches de lui diraient la vérité une fois démasquées. Léonard a confirmé qu'il avait soulevé des inquiétudes concernant des ventes irrégulières et des transferts suspects des mois auparavant. Mercier a expliqué que les allocations lues lors du testament n'avaient jamais été des dons directs et définitifs comme le supposaient Patricia et Thomas. C'étaient des intérêts conditionnels placés devant eux pour révéler leur comportement sous la pression. Le véritable reliquat de la succession avait été mis en attente, dépendant du résultat des instructions finales d'Henri. Ma mère est devenue blanche. Mon père avait l'air moins en colère que stupéfait, comme un homme qui réalise qu'il a pénétré dans un tribunal sans savoir qu'il y était déjà. Chloé a fini par parler et a demandé si grand-père savait tout. Léonard lui a répondu avec douceur, pas au début, mais assez. Assez pour savoir qu'on lui avait menti. Assez pour savoir que des documents avaient été déplacés pendant qu'il était malade. Assez pour savoir que la famille qu'il pensait avoir bâtie vivait dans une mise en scène en laquelle il n'avait plus confiance. Mercier a ensuite diffusé un autre enregistrement, un qu'Henri avait fait pour ce moment précis. Dessus, la voix de mon grand-père était calme mais inébranlable. Il a dit, « Si Sophie entend cela avec vous tous dans la pièce, alors la vérité a enfin rattrapé l'image. » Il a ajouté, « L'amour sans l'honnêteté devient du contrôle,
et la famille sans la responsabilité devient un passe-droit. Il a dit qu'il n'avait aucun intérêt à humilier qui que ce soit pour le plaisir, mais qu'il refusait de laisser la tromperie devenir un héritage. Quand l'enregistrement s'est terminé, personne ne s'est précipité pour se défendre. Le silence semblait mérité. Mercier a ensuite ouvert les derniers documents. La véritable succession d'Henri, après structuration et protection, s'élevait à environ 22 millions d'euros en actifs restants, revenus de propriété intellectuelle, comptes d'investissement et intérêts immobiliers. Elle devait être placée dans la Fondation Henri Renard pour l'alphabétisation des enfants, sous ma direction et avec une surveillance indépendante. Patricia a attrapé le dossier d'une chaise pour se stabiliser. Thomas a demandé si Mercier comprenait les dommages que cela causerait à la famille. Mercier a répondu que les dommages avaient déjà été causés bien avant ce soir. Chloé a murmuré mon nom alors, pas comme une accusation, mais presque comme une question. Je l'ai regardée et j'ai vu pour la première fois non pas l'enfant prodige si parfaite de tous nos dîners de famille, mais une femme qui avait passé tellement de temps à jouer un rôle pour obtenir l'approbation qu'elle avait aidé à détruire la seule personne qu'il aimait réellement sans condition. Mercier a ensuite expliqué que la décision finale m'avait été laissée. Henri ne voulait pas de vengeance, ne voulait pas faire de choix à ma place depuis sa tombe. Il voulait que je décide si je devais renvoyer l'affaire pour des poursuites civiles et potentiellement pénales, ou activer les conditions de recouvrement alternatives qu'il avait déjà préparées. Mon père s'est avancé vers moi et a baissé la voix, devenant soudainement doux d'une manière que je ne lui connaissais pas. Il a dit que nous étions une famille. Il a dit que les gens faisaient de mauvais choix sous la pression. Il a dit qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas sur les dettes, les affaires et la réputation. Ma mère n'a pas supplié, elle a accusé. Elle a dit que j'avais toujours voulu les punir pour n'avoir jamais cru en moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Même avec la vérité étalée sur la table devant eux, même avec la voix d'Henri flottant encore dans la pièce, ils essayaient toujours de transformer la réalité en images. Ils essayaient toujours de faire tourner l'histoire autour de mes sentiments plutôt qu'autour de leurs actes. J'ai regardé les papiers, les enregistrements, le visage fatigué de Léonard, Chloé debout là, dépouillée de toutes ses couches d'assurance, et j'ai su que le choix que j'étais sur le point de faire ne définirait pas seulement ce qui leur arriverait, il définirait qui j'allais devenir après eux. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai demandé à tout le monde de s'asseoir, et pour une fois, ils l'ont fait. La vieille table de cuisine du chalet avait vu des années d'anneaux de tasses à café, de grilles de mots croisés, de lettres à moitié terminées et de conversations qui comptaient plus que tout ce que l'argent pouvait acheter. Maintenant, elle supportait les ruines des mensonges de ma famille. Maître Mercier a placé le dernier document devant moi et a expliqué les deux voies qu'Henri avait autorisées. La première permettait un renvoi pour une escalade judiciaire immédiate basée sur l'abus de confiance, les transferts frauduleux et les demandes de recouvrement civil. La seconde me permettait d'activer une structure de recouvrement privé via la fondation, exigeant la restitution, le contrôle de la conformité et le retrait permanent de Patricia et Thomas de toute autorité sur les actifs d'Henri. J'ai pensé à chaque dîner où j'avais été traitée comme une déception. À chaque fois que le succès de Chloé avait été astiqué et exhibé pendant que mon travail était réduit à une passade ou à une faiblesse. À chaque fois que grand-père Henri était discrètement intervenu pour me rappeler qu'être ignoré par les mauvaises personnes n'était pas la même chose que de n'avoir aucune valeur. J'ai aussi pensé à mes élèves, aux gamins qui entraient dans ma classe en portant une honte qu'ils ne méritaient pas parce que les adultes de leur vie les avaient rabaissés pendant trop longtemps. Je savais ce que l'humiliation pouvait faire à une personne. J'avais vécu avec. Et parce que j'avais vécu avec, je savais que je ne voulais pas construire le reste de ma vie autour de la volonté de la rendre aux autres. J'ai donc choisi la deuxième voie. Ma mère s'est carrément affaissée de soulagement avant que Mercier n'ait fini de lire les termes. Puis le soulagement a disparu tout aussi rapidement. Patricia et Thomas devaient rembourser chaque euro traçable des transferts irréguliers, ainsi que les gains d'investissement associés et les frais de justice. Si le remboursement nécessitait la vente d'actifs secondaires, tant pis. Leurs intérêts conditionnels dans la maison et l'appartement de la Côte d'Azur resteraient gelés jusqu'à ce que les étapes de remboursement soient atteintes. Chloé devait renoncer à toute rémunération ou frais de conseil liés aux documents de dissimulation et coopérer pleinement avec l'équipe d'audit de la Fondation.
Tous les trois devaient suivre une thérapie familiale obligatoire avec un psychologue agréé par la Fondation. Tous les trois devaient effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général dans des centres d'alphabétisation et des programmes de lecture parascolaire financés par la succession d'Henri. Pas dans des rôles glamour de collecte de fonds, mais dans un véritable travail de terrain avec des enfants et des familles en difficulté. S'ils refusaient, Mercier convertirait l'affaire en une action en recouvrement civil, et leurs intérêts restants seraient éteints et entièrement redirigés vers la Fondation. Mon père a appelé ça de l'extorsion. Mercier a appelé ça le dernier cadeau de clémence d'un homme qu'ils avaient trahi. Chloé m'a surprise. Elle a accepté la première. Sans drame, sans larmes, juste tranquillement, comme quelqu'un enfin trop fatigué pour continuer à mentir. Ma mère l'a regardé comme si la trahison venait de changer de camp. Mon père a fixé la table si longtemps que j'ai cru qu'il allait refuser, mais en fin de compte, aucun d'eux n'avait autant de pouvoir qu'ils avaient passé leur vie à prétendre en avoir. Ils ont signé. 6 mois plus tard, le monde était différent. La Fondation Henri Renard pour l'alphabétisation des enfants était pleinement opérationnelle, et pour la première fois depuis la mort de grand-père, je pouvais prononcer son nom sans avoir l'impression que le sol se dérobait sous moi. Nous avons utilisé la Fondation pour financer des spécialistes de la lecture, des bibliothèques de classe, des titres de transport, du tutorat le week-end, et des bourses discrètes pour les élèves que personne d'autre ne se bousculait pour remarquer. Un petit centre de la banlieue nord de Lyon a doublé ses inscriptions aux activités périscolaires. Un projet pilote de lecture au collège s'est étendu à 3 établissements. Nous avons payé pour des livres, du soutien orthophonique, des ateliers pour les familles et des espaces sûrs où les enfants pouvaient échouer en privé et grandir en public. C'était le genre de travail que grand-père aurait adoré, car ce n'était pas assez tape à accent grave-l'œil pour ceux qui courent après les applaudissements. Mais ça changeait des vies quand même. Chloé a continué à se présenter pour ses heures de bénévolat bien après avoir terminé son quota minimum. Au début, elle était mal à l'aise avec les enfants, trop sophistiquée, trop prudente, trop consciente d'elle-même. Puis un après-midi, je l'ai regardée s'agenouiller près d'une fille qui avait du mal à lire à voix haute et lui parler d'une voix que je n'avais jamais entendue à aucune table familiale, douce, patiente, vraie. Elle a fini par admettre qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à savoir comment gérer un public, mais pas comment dire la vérité. Cela n'effaçait pas ce qu'elle avait fait. Cela ne lui valait pas un pardon instantané, mais c'était un début. Mes parents ont changé plus lentement, et pas d'une manière aussi nette et cinématographique. Patricia a détesté chaque minute des premiers mois. Thomas a traité la thérapie comme un interrogatoire judiciaire. Ils essayaient de survivre, mais le travail les forçait continuellement à entrer dans des pièces où leur nom ne signifiait rien et où leur image n'achetait rien. Ils se sont assis avec des parents qui faisaient des doubles journées de travail. Ils ont écouté des enfants parler de leur honte de lire devant leurs camarades de classe. Ils ont passé des samedis à trier des livres donnés et à essuyer des tables dans des centres communautaires où tout le monde se fichait de savoir à quel club privé ils appartenaient. Quelque chose en eux s'est fissuré. Pas d'un seul coup, mais suffisamment. Mon père a arrêté de parler autant de ce qui était pratique et a commencé à poser des questions qui semblaient humaines. Ma mère luttait toujours avec la honte, mais pour la première fois de ma vie, je l'ai vue se tenir dans une pièce sans essayer de la dominer. Cela seul tenait du miracle. Quant à moi, j'ai traversé ces 6 mois avec un nouveau calme étrange en moi. Pas de triomphe, pas de vengeance, quelque chose de mieux, une paix imparfaite mais solide, le genre de paix qui survient quand vous arrêtez enfin de demander aux gens de devenir ceux qu'ils ont refusé d'être à maintes reprises, et que vous commencez à construire votre vie malgré tout. Grand-père me manquait toujours. J'aurais toujours préféré que la vérité ne soit pas enveloppée de deuil et de trahison. Mais je comprenais sa dernière leçon maintenant. Il ne m'avait pas laissé 1 euro parce que je ne valais rien. Il me l'avait laissé parce que tout le monde dans cette pièce mesurait la valeur de la mauvaise manière. Et il voulait que le mensonge soit exposé avant que le véritable héritage ne puisse faire quoi que ce soit de bien. La plus grande chose qu'il m'ait donnée n'était pas le contrôle de l'argent. C'était la lucidité. Et c'est cette lucidité qui m'a permis de choisir quelque chose de meilleur que l'amertume. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que l'argent peut protéger une image, mais qu'il ne peut pas forger le caractère.
Le statut peut impressionner des inconnus, mais il ne peut pas guérir un foyer malhonnête. La vraie famille ne se prouve pas par ce que les gens disent aux enterrements, par la façon dont ils posent sur les photos, ou par ce qu'ils promettent quand ils veulent avoir accès à quelque chose que vous détenez. La vraie famille se révèle dans la responsabilité, dans l'honnêteté, et dans ce que les gens deviennent quand il n'y a plus rien à gagner à faire semblant. La Fondation a aidé des centaines d'enfants au cours de ces 6 premiers mois. Et cela comptait plus pour moi que de voir mes parents perdre la face ne l'aurait jamais fait. Car en fin de compte, la vengeance la plus puissante n'est pas la destruction. C'est le refus de laisser l'avidité des autres définir votre avenir. C'est de prendre la blessure qu'ils vous ont infligée et de la transformer en quelque chose qui protège quelqu'un d'autre. C'est ce que grand-père Henri m'a appris. Et c'est pourquoi, pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus comme la personne la moins précieuse de la pièce. Je me sentais comme la seule à avoir compris ce que la valeur signifiait vraiment.